remercier M. Vaz et toute l'équipe organisatrice de ce club. Je tiens vraiment à vous encourager de plus sur la continuation de ce genre d'initiative et de motiver les gens plus à venir prendre l'information. D'autant plus que ce sujet est très important et d'actualité. Donc, avant de vous quitter, parce que notre travail qui est en train d'exposer, j'aimerais juste attirer de l'attention sur deux points que j'ai eus, à savoir ici la réduction des énergies. Vous avez dit que la réduction des énergies n'est pas profitable pour les entreprises puisqu'elles se verront en faillite. Moi, j'aimerais juste ajouter que ce ne seront pas seulement les entreprises, mais aussi les pays en général, tels que la France et plusieurs pays qui viennent chez nous prendre nos ressources et partir. Donc, même les pays ne vont pas accepter à ce que ces énergies ne soient plus utilisées. De un. De deux, j'aimerais aussi savoir au niveau de l'Afrique, quelle a été vraiment. J'ai pu, parmi mes recherches, me rendre compte que dans les textes qui ont été appliqués, l'Afrique n'a été citée qu'une seule fois. Et c'est vraiment dommage. Et je me suis dit, dans cette citation, qu'est-ce que l'Afrique a eu à gagner de cette COP21? D'autant plus que mes recherches aussi m'ont fait savoir que, par exemple, le président du Niger a suggéré que les pollueurs payent. Ce que tout à l'heure vous avez dit qui est non réalisable parce que les pays ne vont pas accepter de payer. Ces pays de l'Afrique ont également voulu à ce que les gens payent 50-50. 50-50, est-ce que c'est profitable pour les pays de l'Afrique? Je ne pense pas. Et pourquoi normalement les pays de l'Afrique ne doivent pas polluer puisque nous on a un retard de plus de, je dirais, une demi-décennie. De 50 ans, on est plus en retard des pays qui polluent maintenant. Est-ce que nous, on ne peut pas maintenant se permettre de polluer plus et de laisser les autres maintenant diminuer leur pollution? Au moins, nous, on va augmenter nos productions, que ce soit en agriculture ou autre. Parce qu'en Afrique, je suis désolé, l'utilisation des machines ou des industries est très très faible par rapport aux pays développés. Je pense que nous, on peut continuer, certes, recadrer tout ça et continuer à produire. Mais eux, maintenant, c'est de leur niveau, ceux qui sont les plus grands pollueurs. J'ai entendu parler de, je pense, 3 pays qui polluent plus que 80%, si je ne me trompe pas. Donc, si ces pays peuvent diminuer, ça serait profitable pour tout le monde. Mais aussi, je pense que l'Afrique doit avoir à gagner plus que ce qu'elle a eu dans cette COP21 et je vous remercie. Merci. Merci d'avoir fait des remarques très intéressantes ainsi que de poser certaines questions. Tu as fait une remarque en ce qui concerne les pays. C'est vraiment. Cela ne concerne pas seulement les entreprises, mais aussi il y a les pays. À savoir parmi eux-mêmes, ce qui causait problème vraiment. Le dernier jour, parce que la COP a été prolongée jusqu'au samedi, ça devrait terminer le vendredi, mais ils l'ont prolongé jusqu'au samedi. Il y avait 3 pays qui causaient problème. La Russie avec son gaz, le Qatar aussi, ainsi que l'Arabie Saoudite. Eux, le moteur de leur économie, ce sont ces ressources. Si on élimine ces ressources, c'est plus ou moins éliminer ces pays. Ils n'ont ni technologie, ils n'ont ni savoir-faire nécessaire, ni tout ce qu'il faut, mis à part la Russie bien sûr, mais sur les autres pays, les Maghrébins et tout, surtout l'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient, eux, c'est plutôt les ressources, à savoir ces fossiles, pétrole, charbon, gaz et autres. Donc eux, ils avaient complètement refusé. Ça, c'est vrai, ce n'est pas juste les entreprises, les ONG aussi et les pays et d'autres acteurs. Merci d'avoir souligné aussi cette remarque. Qui a posé ce que l'Afrique a eu à gagner. C'est vrai, la COP. La partie qui concernait juste l'Afrique, je l'ai mentionné même, c'était le financement. Quand on parle du financement, ça nous renvoie directement au fonds vert. Le fonds vert a été décidé. Pourquoi? Ils ont dit lutte contre le réchauffement climatique.
quand on a commencé à aborder le concept pollueur-payeur, vous qui ne connaissez pas ce concept, pollueur-payeur, c'est quoi? Je vous donne l'exemple d'une entreprise. Une entreprise qui émet une pollution. Dans chaque pays, il y a des normes à respecter qu'il ne faut pas dépasser, mais il y a certaines entreprises qui produisent jusqu'à dépasser ces pollutions. Donc si tu dépasses les normes qu'on a autorisées, tu dois payer et on mesure ça en tonnes de carbone. C'est même le concept qu'on parle maintenant du marché de carbone. C'est ça le concept. C'est installé en France et dans d'autres pays. Bientôt ce sera la Chine et tout. Donc ça c'est plus ou moins le concept pollueur-payeur. L'Afrique, c'est ce qu'il voulait instaurer, c'est le financement de ce fonds vert. Mais le problème, c'est quoi? Tu as dit même 50-50. Pourquoi? Les pays développés, au début, ce qu'ils voulaient, c'est quoi? Consacrer à 100% totalement ce fonds pour la lutte contre le réchauffement climatique. Comment? Eux, ils se disent dans leur mentalité, toute pollution qu'on va émettre aux États-Unis, c'est du gaz carbone, le CO2. On va planter des forêts en Afrique. Vous connaissez les arbres avec le système de la photosynthèse. Ils absorbent le CO2 et rejettent l'oxygène. Donc eux, ils se disent que toute pollution qu'ils vont émettre sera absorbée par ces forêts. Donc eux, ils voulaient mettre en place beaucoup de forêts en Afrique, polluer plus pour que ces forêts puissent absorber le CO2 pollué par ces pays. Mais les pays africains, après de très longues négociations, parce que ce fonds a été instauré en 2009, mais c'est en 2015 même qu'ils sont toujours dans les négociations de 50-50. 50-50, c'est quoi? Eux, ils veulent éliminer les énergies fossiles, c'est la décarbonisation. Ils ont abordé ce concept dans ce COP 21. Mais eux, ce qu'ils se disent, c'est quoi? Nous, les pays sous-développés, on n'a pas les moyens, on n'a pas la recherche et la technologie qu'il faut pour transiter dans une autre énergie facilement. Donc ils ont dit que ce fonds, 50% doit être alloué à l'adaptation des énergies renouvelables et l'autre 50% à la lutte du réchauffement climatique. Mais jusqu'à présent, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, que les pays ne veulent pas que ça soit écrit noir sur blanc parce qu'ils ne veulent pas l'appliquer. La COP 21 est finie, mais dans les autres COP à venir, ce sera encore un point qu'ils vont débattre encore sur ce point. Ça, tu l'as mentionné, c'est plus ou moins pourquoi le 50-50 c'était plus ou moins à ça. Mais il faut savoir que les 100 milliards qu'ils donnent, je pense que peut-être, c'est pas clair, j'ai précisé que c'est à partir de 2020 qu'ils vont appliquer ça et ce sera donné chaque année. Ça veut dire chaque année. Si ils acceptent 50-50, l'Afrique va recevoir 50 milliards de dollars dans l'adaptation. Cela va lui permettre de faire la recherche, etc., améliorer la technologie et s'orienter dans les autres énergies à utiliser. Ça, c'était plus ou moins les 50-50. Quant à donc, ce que l'Afrique a gagné actuellement, étant donné que la plupart des pays africains sont des pays sous-développés, pays moins avancés, on n'a pas le poids qu'il faut dans le monde. On n'est pas aussi considéré que cela. On n'est pas unis comme les États-Unis ou l'Union européenne ou l'Union même asiatique. Donc, ça cause problème de mettre en place le poids de l'Afrique dans la COP 21. Mais on espère que dans les autres années à venir, que d'ici, disons, les autres COP à venir, ils vont essayer de voir plus ou moins l'intérêt de l'Afrique. Pourquoi? Tout à l'heure, tu as abordé pourquoi on n'accepte pas que l'Afrique pollue plus. Ces pays qui ont déjà eu à polluer depuis des années réduisent leur pollution. Je te repose une question très simple. C'est qu'eux-mêmes, ils ont vu cette nuance, c'est quoi? Que la plupart des entreprises qui sont instaurées dans le pays sont des entreprises internationales. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune entreprise qui appartient à notre État. Autrement dit, toute la pollution que ces entreprises vont émettre, c'est une pollution que les entreprises, internationales, les entreprises des autres pays ont émis. Ce qui veut dire quoi? C'est juste une délocalisation des entreprises dans les autres pays. Donc, si nous, on accepte de polluer plus, ça revient à la même chose. C'est comme si c'est eux qui polluent plus et nous, on n'a rien à gagner. Dans n'importe quel pays d'Afrique où tu vas prendre le gouvernement ou bien l'État
n'a pas plus de 50% des entreprises qui résident au sein du pays. La plupart, c'est des entreprises internationales avec la mondialisation sur et tout. Donc, c'est des entreprises internationales qui sont là à épuiser nos ressources et à polluer plus. Ce qui veut dire qu'il faut être conscient de cela. Déjà, il y a des avantages qui se présentent ici au Maroc. J'ai eu à discuter à certains directeurs d'entreprise. Ce qu'ils disent, c'est quoi? Eux, ils visent le marché de l'Afrique. Pourquoi ils visent le marché de l'Afrique? Avec la COP21, si on veut éliminer ces énergies, l'Afrique sera le berceau de l'énergie. Pourquoi? Il y a le soleil qu'il faut, il y a le vent, etc. En plus de cela, on a des terres fertiles, on a de l'eau, une ressource très rare au Maroc. Actuellement, regarde, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de pluie au Maroc. Avant, à cette heure, c'était l'inondation totale au Maroc. Partout où il passe, on va trouver l'eau, vers décembre, janvier. Mais maintenant, regarde, jusqu'à janvier, si on parle de pluie, pour cette campagne depuis octobre-septembre, c'est 2 ou 3 fois. C'est fini. Donc, avec la sécheresse qui s'intensifie d'année en année, ce qu'ils disent, c'est quoi? Pas qu'ils s'instaurer dans les autres pays. Et c'est la même politique que la Chine. Ils partent dans ton pays, ils produisent, soit dans l'agriculture ou autre chose, et ils importent chez lui. Il a une population à nourrir et il n'a pas la terre qu'il faut produire. Donc il faut partir produire ailleurs et importer ça chez eux. C'est plus ou moins la politique que les gens adoptent maintenant. C'est pourquoi ils visent davantage l'Afrique. Donc vous, actuellement, vous avez eu la chance de faire des études ici, vous avez un poids et vous connaissez aussi l'intérêt. Donc vous pouvez essayer de mettre en place des partenariats. Cela va vous permettre de gagner. Eux aussi, ils gagnent. Mais cela aussi va vous permettre de contrôler plus ou moins vos ressources. Mais malheureusement, nos dirigeants, ils sont là que pour vendre le pays. La plupart des terres ne nous appartiennent pas. Donc, plus ou moins, c'est ça. Donc, les pollueurs qui sont chez nous sont les pollueurs des autres pays. Donc, ça va, disons, retourner. Cela, donc, on peut peut-être se demander, pourquoi pas faire de ça un sujet de thématique. Comment est-ce que l'Afrique peut profiter de toutes ces choses? Parce qu'à la fin, tout le monde reviendra vers l'Afrique et chercher les ressources. Tout le monde déjà est là en Afrique à puiser les ressources. Comment l'Afrique peut tirer profit de ce genre d'attaque, je dirais? Le seul profit qu'on peut avoir, c'est côté économique, purement économique. On ne prend ni le social en considération, ni l'environnement. Économique quoi? L'investissement c'est un moteur de développement. L'investissement va redynamiser notre économie. Ils vont investir chez nous, ils vont employer nos chômeurs, ils vont produire. Et qui parle de développement économique, parle de production. Parce qu'il y a la production qui stimule la consommation. Et une fois qu'il y a une population qui consomme, il y a de la valeur ajoutée qui se crée. Les banques sont là aussi à faciliter les prêts avec des intérêts et tout, des taux très faibles. Les gens maintenant empruntent et avec ces emprunts, ils font juste la consommation. On ne produit même pas. Donc l'intérêt qu'on va avoir, ça va redynamiser notre économie. Ils vont nous payer des impôts, des taxes, etc. Et aussi embaucher nos chômeurs. Mais à quelle fin? Le problème, ce n'est pas juste de redynamiser l'économie, mais il faut prendre en considération l'environnement ainsi que la société. Une chose qui est très difficile. Même au Mexique, nord du Mexique, aussi vous regardez le documentaire, il y a Coca-Cola, qui sont partis s'installer au nord du Mexique. C'était la région au Mexique qui a le plus d'eau dans le pays, plus abondant. Trouver l'eau, c'était très facile. Coca-Cola, il utilise pour produire juste, j'ai oublié plus ou moins la quantité. Je ne veux pas m'amuser à dire une chose qui n'est pas sûre pour moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est quoi? Ils avaient besoin d'une quantité énorme d'eau pour produire. Ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Délocaliser, parce qu'il y a l'ALENA, Alliance, Accord Libre-Échange Nord-Américain. C'est Canada, États-Unis, Mexique. Donc, les États-Unis, ils sont partis au Mexique s'installer là-bas. Surtout Coca-Cola, il est parti s'installer dans ces régions où il y avait plus d'eau au Mexique. La fois passée, il n'y a pas longtemps, même eux qui restent une journée ou 2 jours sans eau, il y a Coca-Cola qui les privatise de l'eau. Non seulement il les privatise de l'eau, mais il rejette ses déchets dans les fleuves qui traversent
les régions, la région, ils ne peuvent pas, par contre, utiliser cette eau et on leur fatigue de pollution. Imagine dans une région où une bouteille de Coca-Cola coûte moins cher que l'eau. C'est l'unique région au Mexique. Un litre de Coca-Cola coûte moins cher qu'un litre d'eau. Une région où tout le monde consomme du Coca-Cola. L'eau est devenue une ressource très rare. Pourquoi? C'est eux qui ont, qui ont profité de ces ressources et ils ont privé ces régions maintenant de cela. Donc si, pour le côté économique, ça marche, mais environnement et société, ça ne marche pas. Ce qui veut dire que l'avantage qu'on a, c'est de dynamiser notre économie. Et nos gouvernements ne visent que ça. C'est pourquoi maintenant en Chine, pourquoi la Chine est parvenue à devenir première puissance économique mondiale? C'est juste ça. Le marché chinois est très facile à accéder. Délocalisation énorme. Et maintenant, ça a entraîné des problèmes parce que la Chine est devenu le pays le plus pollué. En plus aussi, il a des problèmes de culture des terres, fertiles pour nourrir sa population. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, moi, il ne reste pas grand-chose. Une question. Monsieur Vaz, merci pour cette initiative. Cette initiative, c'est vraiment très important pour nous tous. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est pourquoi donner du financement aux pays sous-développés, bien aux pays en voie de développement, si cette décision a un intérêt commun à tous les pays, c'est-à-dire réduire la pollution, réduire la pollution et ça va nous aider au niveau des changements climatiques. Donc pourquoi financer ces pays alors que cette décision a un intérêt commun à nous tous? La deuxième question, c'est à quoi vont faire des conférences et instaurer des règles si on s'avère que certains pays ne vont pas respecter ces règles? C'était mes seules questions. Pour la première question, pourquoi verser de l'argent à ces pays? Je pense que c'est très simple. C'est que les pays développés, les pays riches, ils ont utilisé ces ressources depuis des siècles pour se développer. Pétrole, charbon et le gaz. S'ils ont utilisé plus d'un siècle ces ressources pour se développer, nous les pays actuellement moins avancés, les pays en voie de développement, eux ils veulent redynamiser leur économie. Donc ce qu'ils se disent c'est quoi? Que si vous avez utilisé ces ressources pour se développer, nous aussi on va l'utiliser pour se développer. Mais le problème c'est quoi? C'est que c'est à des conditions de l'environnement. C'est pourquoi les impacts majeurs et les plus grands problèmes vont répercuter sur ces pays développés. Pourquoi? La fonte des neiges. Rares sont les pays où tu peux trouver ça en Afrique. La fonte des neiges va attaquer les pays européens. La pollution aussi. Eux, ils sont au nord. Certains pays qui sont au nord, très proches aussi du soleil, donc ça va entraîner un réchauffement et tout. Donc cela va causer un problème, même si cela va causer des conséquences, des dégâts pour nous, les dégâts sont plus nombreux que. Donc, eux, ils veulent mettre en place un système pour éviter cela. Mais l'Afrique, pourquoi le verset de l'accord? C'est qu'ils veulent adapter la même stratégie, le même esprit. Vous avez utilisé ça pour développer, nous aussi on va l'utiliser pour développer. Donc ils se sont dit quoi? Non, n'utilisez pas ça, mais on va vous donner de l'argent pour essayer d'améliorer votre recherche, vos technologies et tout, et essayer d'utiliser d'autres énergies, d'où l'objet de cette adaptation, et l'objet de ces versements d'argent. Ça, c'est la première question. Mais je voulais dire aussi que cet argent ne vaut rien, 50 milliards de dollars par an pour l'Afrique. Si on divise ça pour tous les pays, ça fait combien? Oui, c'est ça. En fait, on ne va pas diviser. Cet argent ne sera pas destiné au pays, mais plutôt à la recherche, plutôt à développer de nouvelles technologies pour s'adapter. C'est-à-dire comment faire pour exploiter ce soleil.
comment faire pour exploiter d'autres énergies, à savoir l'éolien, etc. Cette tendance sera destinée à ça. Et pour cela, il faut d'abord réunir des chercheurs, leur donner les fonds nécessaires avec un encadrement ainsi que suivi pour les autres pays. Et du coup, on pourrait les former et les apprendre à être performants avec l'adaptation de cette technologie. Cette tendance sera destinée à ça. Ce n'est pas un argent, c'est pas de l'argent qu'on va partager et du coup, bon, ce sera utilisé individuellement. Donc, si je comprends bien, ce sont les pays développés qui ont appelé. Qui vont faire ça? Non, qui ont appelé à cette conférence pour instaurer ces lois. Non, cette conférence s'appelle pas l'ONU, Organisation des Nations Unies. L'ONU est là pour tout le monde. C'est lui qui a mis en place ce programme depuis 1995. Quant à l'autre question, je ne me souviens plus. J'ai dit à quoi vont faire des conférences et instaurer des règles si on s'avère que certains pays ne vont pas respecter ces règles. Mais le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et on ne peut pas trouver un consensus pour tout le monde. Impossible. C'est sûr et certain que certains pays ne vont jamais accepter parce qu'ils peuvent leur économie tourne à base de cette ressource. Mais en fin de compte, ce qui compte, c'est quoi? De trouver un consensus, un accord. Essayer de voir comment faire pour arranger ces pays, comment faire pour les aider à être, disons, plus compétitifs, à être plus chercheurs et s'adapter à d'autres technologies plutôt que cela. Ou bien même, comment faire pour essayer de remplacer en termes monétaires cette ressource dormante avec de l'argent. Mais c'est sûr et certain qu'on ne peut pas trouver un accord. Mais si chacun reste dans son coin, on va. Il faut faire des efforts pour essayer de trouver un consensus. Mais si chacun reste dans son coin, cela ne va pas avancer. C'est plus ou moins ça. C'est l'ONU qui a mis en place ça et les Nations Unies pour trouver une entente étant donné que l'impact est mondial. Le réchauffement climatique touche tout le monde. Personne n'est à l'abri de ça. Moi, je veux juste te demander si tu penses personnellement que les grandes puissances vont respecter toutes les décisions qui sont prises au COP. Si les grandes puissances Vont respecter toutes les décisions qui sont prises. personnellement, je ne pense pas. Déjà, rien que leur attitude, ça le montre. C'est pourquoi on a considéré la COP comme quelque chose de dynamique. Chaque année, on essaie d'apporter des modifications, diminuer, etc. Cela, ça se voit dans toutes les autres organisations que tu peux voir au monde, à savoir l'ONU, à savoir l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, à savoir, etc. Dans toutes les organisations et structures que les États-Unis dirigent, il y a un problème parce qu'il y a des poids qui pèsent. Et ils imposent cela. Donc, il n'y a pas, disons, une réglementation équitable au sein de ces organismes ou au sein de ces structures. Ce qui veut dire que pour les COP21, les grandes puissances, ils ne vont jamais appliquer ce qu'ils vont prendre comme décision ou bien ce que les autres veulent, ils ne vont jamais les appliquer s'ils ne trouvent pas leur intérêt. Et comment trouver leur intérêt, ça c'est un grand point d'interrogation, étant donné que maintenant tout le monde se réveille. Les nations commencent à se réveiller, commencent à voir l'enjeu qu'ils représentent autour du monde, l'enjeu qu'ils représentent face aux autres pays, face aux autres structures, face aux autres ONG, etc. Donc c'est pas facile de les duper comme avant. Avant c'était facile, mais maintenant non. Donc du coup, c'est pas quelque chose, disons, de simple, c'est très complexe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas appliquer quoi que ce soit s'ils ne trouvent pas de l'intérêt. Je pense que c'est pas une question, mais à un instant, s'il vous plaît, parce que Moustapha, je pense que je vais essayer peut-être d'apporter quelques éléments de réponse à ce qui va se dire. Alors, ce qu'il faut savoir lorsqu'on parle du changement climatique, c'est deux choses. Il s'agit d'un côté d'atténuation et de l'autre côté d'adaptation. C'est les deux concepts qui contiennent du changement climatique. D'accord? Parce que d'un côté, adaptation, parce que jusque-là, nous sommes conscients que même si on produit zéro quantité de CO2, à l'état où nous sommes, on va subir les conséquences du changement climatique jusqu'aux années 2100. Donc ça veut dire que nous sommes conscients que les conséquences vont subsister quel que soit alpha. D'accord? Donc, c'est pourquoi il y a un volet qui est là, qui va essayer de prendre en compte ces conséquences et les impacts sur des peuples donnés. D'accord? Et de l'autre côté également, nous sommes conscients que si jamais nous sommes d'accord que déjà l'état c'est grave, et lorsqu'on continue toujours à produire toujours du CO2,
les conséquences vont encore perdurer et en plus également seront plus dévastatrices. Donc c'est pourquoi le second volet, il vient et il attaque le côté réduction. Et cette question de réduction, ça demande pas mal de choses parce que à travers l'exposé de Vaz, qui d'ailleurs je félicite, qui était vraiment une bonne initiative et riche en informations, on voit clairement que c'est un sujet qui est vraiment tabou. Parce que des économies des pays en dépendent. On ne peut pas venir demander comme ça à un pays, comme il a cité tel que le Qatar, qui dépend uniquement que du pétrole et du gaz. Lui demander d'arrêter de faire ça. Il ne peut pas parce qu'il doit survivre. Il ne peut pas parce qu'il doit entretenir son pays. Et pour cela, sa seule source de revenus, c'est cela. Et également, la COP21 s'est passée. Nous sommes d'accord que tout le monde est conscient que le changement climatique, ça a dépassé l'étape des discours. Parce qu'en 2006, c'était jusqu'à ce moment, c'était question de discours. On parlait des changements climatiques. Mais les gens, à l'état où nous sommes, sont conscients qu'on a dépassé l'étape des discours. Les conséquences sont visibles partout. Les pays en voie de développement se sont rendus compte de cela, ils ont vu vraiment comment ça se passe au niveau de la population. Et les pays, même les pays développés également, ils sentent également. C'est déjà la raison pour laquelle, juste la COP21, il y a pas mal de choses qui ont été vraiment citées qui prouvent qu'il y a déjà une volonté, même si ce n'est pas tous les pays qui montrent cette volonté-là. D'accord? Il y a au moins ne serait-ce qu'une petite volonté, déjà avec la France même qui dit qu'en 2018 déjà ils vont commencer à faire leur évaluation. Ça veut dire que c'est pour donner l'exemple aux autres. C'est vrai que oui, on dépend tous de ça, c'est vrai qu'on a tous quelque chose à perdre, mais il faut voir au-delà de son pays. Parce que le changement climatique, lorsqu'il aura des conséquences dans un pays, ça ne va pas se limiter que là. Lorsque par exemple, il y a une inondation chez moi, il n'y a plus où vivre, tant que moi je ne meurs pas, je vais aller chercher ailleurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on voit au niveau de la Méditerranée qu'il y a des milliers de personnes qui meurent tout le temps. Parce que quelque part ça ne va pas. Donc ça c'est une façon globale, c'est une vision qui est un peu globale. C'est sûr que c'est compliqué, parce que le temps qu'il y a l'économie, il y a l'argent qui circule, c'est compliqué. Mais au moins on repose sur l'espoir qu'on va essayer pour ne rien faire, pour ne pas dire qu'on n'a rien fait. Donc on va essayer de mettre en place des initiatives qui vont nous permettre bien sûr de trouver des solutions, même si ce n'est pas suffisant. C'est d'ailleurs même ce qui montre même la complexité de la chose. On est jusqu'au COP21 et il y a le COP22 qu'on prévoit en 2016 également. Si c'était facile, on n'aurait pas arrivé là. Donc la complexité est là, donc les choses sont compliquées. C'est vrai que comme tu l'as dit, pourquoi on sait à l'avance que les gens ne vont pas respecter. Mais on va quand même s'asseoir. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Si on reste tous dans son coin et que si tout le monde fasse ce qu'il veut, c'est nous tous ça dit, c'est notre fait prémédité qui en faut. Merci de faire cet éclaircissement et aussi la contribution, c'était vraiment intéressant. Bon, tout d'abord, je tiens à te remercier et à te féliciter pour ta belle prestation. Bon, moi, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que les participants de ce sommet du climat misent vraiment sur la valorisation des énergies renouvelables? Si on sait que ces énergies sont certes propres, mais elles coûtent très cher. Et aussi, elles sont moins rentables que les énergies fossiles. Les énergies renouvelables? Oui. Certes, c'est vrai. Bon, avant de répondre à la question, je veux te dire que la volonté y est. Il y a la volonté, il y a la motivation, il y a le désir de trouver d'autres moyens afin de protéger l'humanité. Vu que les conditions climatiques, vu que le réchauffement climatique cause d'énormes dégâts. Il faut savoir que, certes, c'est vrai que c'est cher et tout, mais la recherche est dynamique, ça avance, les gens trouvent des solutions. Je te donne l'exemple de l'énergie nucléaire. La France utilise ça à 75%. Ils utilisent l'énergie nucléaire pour leurs besoins. Imagine, c'est une énergie qui ne pollue pas, c'est une énergie qui a sa place dans la lutte contre le réchauffement climatique et tout. Ce n'est pas abordé au niveau de la COP21. L'un des points très intéressants, tout le monde attendait que ça soit abordé, mais personne n'a pris parole sur ça. Jusqu'à présent, espérons qu'en 2022, ils vont aborder ce point. Mais je te dis que la France utilise cette énergie à 75% pour te dire d'avance qu'il est préparé à l'adaptation ou à passer à autre chose. Il y a d'autres pays aussi
Pourquoi le Sahara du Maroc fait l'objet des grands débats? Il y a toujours un point d'interrogation, toujours, parce qu'il y a là-bas l'intérêt, les enjeux, ça concorde les intérêts. Les États-Unis sont impliqués dedans, la France, il y a aussi les pays maghrébiens, à savoir l'Algérie, etc. Chacun veut trouver sa partie dedans. Parce que là-bas, il y a tout, il y a la terre, il y a l'éolien, il y a l'énergie solaire qu'on utilise, etc., etc. Donc c'est une grande contribution de ces pays. Pour te dire qu'eux, ils savent bel et bien que si on n'arrête pas, ou si on ne réduit pas ces énergies fossiles, l'humanité va payer les conséquences. Du coup, ils s'orientent dans les autres énergies. Mais comme tu l'as dit, ce n'est pas aussi facile en termes de coût, mais c'est la raison pour laquelle l'accord était ouvert pour toutes les autres parties prenantes, à savoir les ONG, les banques, les assureurs, etc., qui ont un poids économiquement qui sont viables, qui peuvent rester, qui ont un poids très important au niveau de leur économie et tout. C'est pourquoi il y avait même Bill Gates, Mark de Facebook, qui était là-bas dans le secteur bancaire. Parce qu'on a besoin de l'implication de toutes les parties prenantes qui ont un poids économique et un poids aussi, disons, technologique et recherche qui peuvent aller dans le sens de trouver d'autres solutions. Je ne sais pas si c'est un petit peu clair dans ta tête. Est-ce que concrètement, sur le terrain, ces solutions ont commencé à être mises en œuvre sur le terrain? Mais c'est ça. Regarde, en 1995, quand on a commencé, c'était en 1997, le protocole de Kyoto qu'on a pris, que les pays vont réduire 5% de leur énergie. 37 pays se sont engagés, mais cela a été mis en œuvre en 2005. Ça, c'est des négociations qui sont en cours. Certaines personnes te disent je peux mettre ça, d'autres, etc., etc. Mais c'est une négociation jusqu'à ce qu'on trouve un consensus et on va appliquer cela. Le fonds vert a été lancé en 2009, mais jusqu'à présent, l'argent n'est pas encore complet. On est en train de voir comment faire et comment la somme aussi a alloué pour l'adaptation, la somme a alloué pour la lutte contre le changement climatique. Ce qui veut dire que ces parties prenantes savent les conséquences, l'impact et l'enjeu de cette problème présent. Donc, c'est quelque chose de dynamique, la COP, et ils vont trouver une solution bientôt. C'est sûr et certain parce que le climat, le réchauffement climatique ne nous attend pas. Il y a la sécheresse qui est énorme, la fonte des glaces et tout. Donc, trouver une solution n'est plus une question, mais c'est un devoir. Sinon, l'humanité sera en péril. Je vous remercie d'abord pour exposer vos questions à mes informations. Ça me fait revenir un peu sur l'aspect agronomique. Nous qui sommes agronomes, je crois que les changements climatiques nous concernent plus. Parce que avec l'agriculture alternative, on a beaucoup de gaz carbonique. Donc, quel est notre rôle pour réduire cette émission? Oui, si on prend l'exemple de l'agriculture, c'était un secteur donc les gens remettent en question pour son adaptation. Ce n'est pas aussi facile que ça. Mais déjà, il y a des efforts qui sont déployés dans ce sens. Avec la bourse des animaux, il y a le biodigesteur. C'est un concept utilisé par AVS. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise cette bourse qu'il transforme en énergie bio. Et après, le reste sera utilisé comme compost. Ce qui veut dire quoi? Cela va te dispenser l'utilisation des énergies fossiles. En plus aussi, si on prend les pays qui sont en Afrique, il y a le soleil. C'est une énergie renouvelable et aussi par conséquence, ainsi que le vent dans certains pays comme Madagascar où il y a des ouragans et tout. Donc c'est des choses qu'on peut exploiter et s'orienter ça dans le sens de l'agriculture. Mais étant petit agriculteur ou bien des agriculteurs individuels et tout qui n'ont pas les moyens, c'est pas facile. Raison pour laquelle on a besoin de la présence de l'État dans ces secteurs. Et pour que l'État puisse être présent dans ces secteurs, ça a besoin aussi de la coopération avec le fonds vert. Il faut que d'abord l'adaptation soit financée, qu'on ait des chercheurs capables de trouver des solutions pour s'orienter vers ces secteurs, vers ces énergies. Et par la suite, ce sera transmis aux agriculteurs ou bien le secteur agricole ou d'autres secteurs à l'appliquer. Donc nous, les agriculteurs, ce qu'on fait déjà, il y a les plaques solaires, les panneaux solaires qu'on peut utiliser. C'est quelque chose où on va se baser sur l'utilisation de l'énergie solaire. Donc actuellement, c'est, disons, si tu regardes à long terme, c'est plus rentable que les énergies qu'on peut utiliser. Donc c'est une chose qui peut faire
qui peut faire, disons, l'affaire, mais le problème, c'est pas les moyens. On a besoin de l'État dans ce secteur. Indispensable, raison pour laquelle nous avons été lancé avec des situations énormes. S'il n'y a pas d'accompagnement, l'agriculteur ne marche pas. Et surtout les petits agriculteurs. Ceux qui ont les moyens, souvent, ils les utilisent. Donc, c'est plus ou moins ça, disons, le côté agriculture avec ce commentaire et tout. Mais il y a encore des travaux à faire, il y a encore de l'effort à fournir pour ces énergies renouvelables. Toujours, ça reste un débat. Il y a le point d'interrogation là. Mais maintenant, c'est comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est la concrétisation. On est dans la phase de la concrétisation. Les parents n'ont plus de place ici parce que le climat, l'environnement, les dégâts de ces réchauffements ne nous attendent pas. D'année en année, ça s'intensifie. Donc, moi, c'est pas une question, mais c'est un peu mon analyse critique. Pour moi, en fait, quand la COP21 a commencé, d'ailleurs, c'est la première COP que moi j'ai pu, je ne sais pas, suivre un peu, mais maintenant, tu viens de nous donner encore beaucoup d'informations qui nous ont échappé. Et ça, c'est quelque chose à remercier. En fait, moi, j'ai essayé de voir les choses, surtout c'est le président nigérien qui m'a un peu donné d'autres visions de la chose. Lui, en fait, il disait que quand les pays qu'on appelle développés actuellement ont pollué notre atmosphère des décennies, comme il a dit. Et ces pays-là, jusqu'à présent, ils ne cherchent qu'à débourser l'argent juste pour le côté environnemental. Or, dans le développement durable, parce que c'est dans tous ces groupes-là, c'est dans le but d'asseoir le développement durable. Et pour asseoir ce développement durable-là, il faut que les trois principaux aspects, tels que l'aspect social, économique et l'aspect environnemental, soient pris en compte en même temps. Or, ces pays-là, ils ont violé normalement deux grands aspects. C'est-à-dire, non, ces gens-là, ils ont violé un aspect très important, l'aspect environnemental, qui affecte tout le monde. Et ils ont essayé de valoriser ou bien de traiter l'aspect économique qui a des impacts directs, je dirais directs, sur l'aspect social. Comment? Parce qu'en développant beaucoup, en essayant de créer beaucoup d'entreprises, ou bien en utilisant ces énergies fossiles qui produisent beaucoup de gaz à effet de serre, et ayant pour conséquence le réchauffement climatique, moi, je trouve que ces gens-là, ils ont essayé de réduire les problèmes sociaux, par exemple l'éducation, et l'éducation, bien certaines libertés. Ces gens-là ont construit des infrastructures, maintenant ils sont développés, parce qu'ils ont juste violé ce concept de développement durable. Maintenant, l'aspect environnemental qui a été violé par ces gens-là, c'est ça qui pose un grand problème actuellement, parce que cet aspect-là a eu des conséquences sur tout le monde. Ça n'a pas eu des conséquences chez eux seulement. Or, en Afrique, l'Afrique qui a essayé, je dirais, de préserver cet aspect-là, de tenir compte de cet aspect-là environnemental, parce qu'en Afrique, on ne pollue pas. Même les entreprises qui polluent comme vase là, on n'a pas d'entreprises, ce sont des entreprises qui sont venues d'ailleurs. Et dans ce cas, je trouve que l'Afrique, normalement, a essayé de préserver l'environnement. Mais le seul problème, et cela lui a coûté très cher, parce qu'il a des problèmes, l'Afrique a des problèmes économiques et sociaux. Et avec tous ces problèmes-là, s'ajoute le problème encore environnemental causé par ces pays développés. Donc l'Afrique, mais actuellement, a tous ces problèmes. Et quand les grandes puissances-là disent qu'ils vont payer, je ne sais pas, les 100 milliards de dinars, ça c'est rien. Normalement c'est rien. Parce qu'ils devraient, comme le président de la Nigérie l'a indiqué, ils devraient d'abord payer ce qu'ils ont d'abord causé comme problème. Parce que comme Ouattara l'a dit, nous allons subir les conséquences de ce réchauffement climatique juste en 2100. Donc ils doivent d'abord payer pour ça. Deuxièmement, oui, c'est ça. En fait, c'est ça qu'ils disent. Ils doivent d'abord payer pour ça et puis payer pour les recherches.
parce que ce sont ces trucs-là, c'est cet argent-là qui sera issu de ce paiement-là, qui va nous permettre, je ne sais pas, de développer d'abord nos deux côtés sociaux et qui va nous permettre de régler nos problèmes sociaux et économiques. Aussi, quand on dit qu'on va débourser les 100 milliards de dollars, je trouve qu'ils sont très malins ces gens. Tu vois, ils cherchent que tous ces 100 milliards-là soient alloués à la réduction des gaz à effet de serre. Et en réduisant ces gaz à effet de serre, je ne pense même pas que c'est la diminution de la production. Parce que c'est toujours la production qui cause des problèmes. Ils vont diminuer ces gaz à effet de serre comment? En plantant les arbres comme Vaz l'a déjà dit. Et ces arbres vont être plantés où? En Afrique. Parce que c'est là où se trouve déjà la terre. Donc ça veut dire qu'il y a seulement chez eux, maintenant, les terrains sont déjà saturés. C'est l'Afrique qui reste. Ils vont planter des arbres en Afrique. Poser encore des problèmes, peut-être aux agriculteurs, tu vois, aux agriculteurs qui essaient d'exploiter, je ne sais pas, un peu de ces forêts-là. Ils vont peut-être encore prendre les terres agricoles et puis planter des arbres. Et puis, déjà, 10 pays sont déjà sélectionnés pour qu'on puisse financer les projets de reboisement. Tu vois? Et moi, je trouve vraiment très compliqué cette question-là. Au fait, il faut que les problèmes qui doivent être traités actuellement, ce sont les problèmes sociaux et les problèmes économiques. Parce que sans résoudre ces problèmes-là, crois-moi, l'environnement ne sera résolu à la fin. Parce que tu ne vas pas empêcher à un habitant, par exemple, au Maroc, tu ne vas pas empêcher à un habitant qui est isolé dans un coin, qui habite dans un endroit où il fait moins 10 degrés Celsius, et lui empêcher de couper le bois pour se réchauffer alors qu'il n'a même pas l'argent pour acheter le gaz ou bien se procurer de l'électricité. En fait, il y a des problèmes qui sont prioritaires. Mais ces gens-là, ils ne veulent pas résoudre ces problèmes et ils ne cherchent que leurs intérêts. C'est là, en fait, c'est ça, en fait, qui crée des problèmes et même qui fait que tous ces engagements ne marchent pas. Mais moi, je pense actuellement que, comme les pays africains commencent à se réveiller, je pense que ça va avoir de l'ampleur. Parce que toujours, quand il y a des négociations, c'est quand les gens se réveillent que réellement l'impact de ces négociations commence à se manifester. Bon, au fait, c'était ça que je voulais préciser. Et puis, une chose également intéressante. Vous avez remarqué une chose que, durant cette communauté-là, M. le Président qui a vraiment parlé de vraiment la vraie vérité. Il n'y a pas longtemps, il a été victime d'un coup d'État. Voilà, regarde encore. C'est quelque chose que j'adore vraiment. Mais vous voyez, ça je vois que le débat a atteint un peu, je vois que actuellement, disons, afin de pouvoir exposer le final, disons, le premier rendez-vous. Espérons que le club déjà, comme je vous l'ai mentionné, c'est ouvert. Toute personne qui veut adhérer, il n'a qu'à venir. On va savoir vraiment faire des réunions, débattre sur plusieurs sujets encore aussi intéressants que cela, qui auront des impacts sur nos pays, les gens et tout. Donc vraiment, je vous encourage à venir nombreux et adhérer à ce club. Et aussi, je vous remercie pour votre présence parce que ça nous encourage, ça nous donne aussi la motivation de faire des efforts afin de trouver quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, étant donné que c'est sûr dans le cadre de formation et du savoir, c'est quelque chose de primordial et capital dans l'exercice d'un ingénieur. Donc, nous remercions nos ingénieurs qui ont été présents dans cette présentation, ainsi que tous les autres membres. Nous vous donnons rendez-vous dans les autres prestations ou présentations que vous venez dans les jours à ce jour. Merci pour votre présence.